Donc, bonsoir à tous, donc Pierre Lhuillier de la communauté de communes de l'île d'Oléron. Bienvenue pour ce 12e épisode de notre série Les Jeudis de l'énergie. Donc on a le plaisir d'accueillir ce soir Quentin Houssin, qui est ingénieur territorial à l'ADEME, l'Agence de la transition énergétique, et qui va nous exposer les différents scénarios qui ont été proposés par l'ADEME pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, avant de laisser la parole à Quentin, quelques petits rappels pour que le webinaire se déroule au mieux. Donc déjà sur les jeudis d'énergie, donc on a commencé cette série de webinaires depuis le mois d'octobre dernier. On a vu toute une série de thématiques autour de la production d'énergie renouvelable et décarbonée. Et donc on entame le dernier cycle qui consiste à s'intéresser à la mise en pratique de toutes ces thématiques. Donc là, il y a 15 jours, le CREA est intervenu pour nous parler un petit peu de la maîtrise de l'énergie au quotidien. Et donc ce soir, on va aborder une vision un petit peu plus globale. Donc si vous avez manqué les épisodes, sachez qu'ils sont tous en replay sur la chaîne YouTube de la communauté de communes. Donc je vous invite à les revisionner. Quelques petites règles. Donc, on vous demandera de garder caméra et micro coupés, de vous nommer clairement en haut à droite de la fenêtre Zoom. Et si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans l'espace dédié. On les retranscrira à Quentin pour qu'il y réponde. Donc, Quentin, je vais te laisser la parole pour nous parler un petit peu des différents choix de société qu'on peut envisager pour atteindre cette fameuse neutralité carbone en 2050. On t'écoute. Merci Pierre, merci et bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer, je vais partager mon écran. Est-ce qu'on est tout bon, hop, Pierre? Je t'entends pas, mais tu me feras signe si puis je vois plus personne, mais ça va être parti. Bien, je suis très content d'être devant vous aujourd'hui, ce soir, pour clôturer cette belle initiative de ces 12 conférences organisées par la communauté de communes, donc avec un fort engagement des agents et des élus sur ces thématiques de transition écologique, et puis là, dernièrement, dans l'élaboration de leur plan climat depuis des années. Donc, merci à eux pour leur engagement, puis merci pour l'organisation de ces visioconférences dans une belle démarche de partage de tous ces enjeux qui ne sont pas faciles. Et oui, il faut prendre le temps de partager tous ces enjeux avec les citoyens, avec les acteurs des territoires. Donc moi, Quentin Houssin, je travaille à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Je suis basé à Poitiers. J'accompagne des collectivités dans leurs actions de transition écologique. J'accompagne notamment l'île d'Oléron, la communauté de communes sur un certain nombre d'actions. Et puis, j'ai aussi un rôle de référent pour le partage des outils de la prospective en région Nouvelle-Aquitaine. La prospective étant la démarche la démarche un peu intellectuelle de se projeter dans le futur, voir à quoi l'avenir peut ressembler pour mieux agir au présent, pour mieux structurer et faire des choix au présent. Donc, on m'a demandé de clôturer un peu cette séquence en apportant une vision globale de tout ce que vous avez pu voir déjà dans les différentes séquences précédentes. Vous avez eu un panorama assez général des enjeux, des solutions, notamment via les différents vecteurs et solutions énergétiques pour répondre aux enjeux énergétiques et climatiques. Et donc, je vais essayer de vous refaire un petit panorama global en se projetant dans le futur à l'horizon 2050. Un petit mot sur l'ADEME, donc une agence publique qui a pour but d'accompagner la transition écologique et énergétique des territoires, des collectivités et des entreprises.
en finançant les projets très concrets et stratégiques de ces acteurs, en leur fournissant de la méthode, mais aussi un acteur de référence, l'ADEME, pour la production de contenu, d'expertise technique, scientifique. On travaille beaucoup avec le monde de la recherche pour justement donner des clés de décision. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'a été conduit cet exercice prospectif que je vais essayer de vous partager dans l'heure qui vient. L'objectif, c'est bien de répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux écologiques. On le sait tous et je ne vais pas revenir dessus, ça a été l'objet de la première conférence que vous avez pu suivre. Aujourd'hui, l'humanité et ses activités font que créent un déséquilibre et font que plusieurs limites planétaires sont dépassées et continuent à être dépassées tous les jours. On parle beaucoup de changement climatique, mais il y a aussi tout ce qui touche à l'effondrement de la biodiversité, la perturbation des cycles de l'eau, la pollution atmosphérique, chimique des sols, de l'air, perturbation des cycles de l'azote, etc. Donc, voilà l'enjeu écologique. Et en parallèle, il ne faut pas oublier un enjeu aussi social pour nous, société humaine. Aujourd'hui encore, tous les habitants de cette planète n'ont pas accès à la même capacité de répondre à leurs besoins vitaux, d'accès à une nourriture de qualité, d'accès à la santé, à l'éducation, à vivre dans un pays en paix, d'avoir accès à une voie politique, avoir accès à l'énergie, à l'eau. Et donc, l'objectif en fait de la transition écologique, comme on l'entend à l'ADEME, c'est réussir à faire que, en tant qu'humain, on puisse garantir à tout et à chacun un certain minimum, un plancher social, tout en garantissant que collectivement, nous ne dépassons plus ce plafond écologique que nous dépassons aujourd'hui. C'est finalement réussir à vivre dans ce donut vert dans lequel on pourrait créer une société sûre pour l'humanité, mais aussi juste. Et ce donut, il peut prendre différentes formes. On sait, et c'est assez facile de se représenter les zones rouges. Les zones rouges, point de vue social ou du point de vue écologique. Il y a assez de films de science-fiction, de films ou de romans post-apocalyptiques pour qu'on se rende vite compte et on a bien dans notre imaginaire des images de la catastrophe. Mais c'est plus compliqué d'imaginer à quoi ressemble une vie très concrète dans ce donut, dans une société qui aurait réussi à redescendre sous ses limites planétaires et garantissant à tous un certain niveau, un plancher social. Et donc, c'est un peu l'exercice qu'on a essayé de faire à l'ADEME dans un travail d'expertise qui a débuté maintenant il y a plus de 3 ans, qui a été publié il y a 1 an et demi, un exercice de prospective qui s'appelle donc Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat, et qui alors se focalisait sur un champ un peu plus restreint que ce que je disais en introduction, qui avait pour objectif de donner 4 images, 4 futurs possibles, d'explorer 4 futurs possibles de la France métropolitaine, à l'horizon 2050, qui aurait atteint la neutralité carbone. Donc l'objectif, c'est vraiment de se concentrer déjà sur l'enjeu du changement climatique en France à l'horizon 2050 et d'en explorer différentes images, différents futurs pour mieux choisir, pour mieux agir dès maintenant, puisque 2050, c'est maintenant dans 27 ans, et donc il faut agir dès maintenant pour contribuer à la lutte contre ce réchauffement climatique. Je vais vous passer une petite vidéo, si tout fonctionne bien, pour vous montrer, restituer la grande synthèse, les grandes lignes de ces 4 scénarios et de ces enseignements. Pierre, tu m'arrêtes si le son ne fonctionne pas. Nous en sommes tous parfaitement conscients.
Des transformations importantes doivent être menées dès maintenant pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qu'est-ce que la neutralité carbone? C'est tout simplement capter autant de CO2 que nous en émettons, grâce aux forêts et au sol. Complété si nécessaire par des technologies plus ou moins matures aujourd'hui. Pour dessiner les chemins possibles pour y arriver, l'ADEME a réalisé une étude prospective inédite. Transition 2050, choisir maintenant, agir pour le climat. Elle prend la forme de 4 grands scénarios, chacun empruntant des voies distinctes et correspondant à des choix de société différents. Le premier scénario, Génération frugale, pose les bases d'une refonte importante de notre société. La transition est conduite par la contrainte, par la sobriété et par la technologie. La capacité d'adaptation et l'implication de tous sera un vrai défi, pour mobiliser autour de la nature sanctuarisée et autour d'une économie du lien plus que du bien. La neutralité carbone est atteinte grâce aux puits naturels, forêts et sols. Le deuxième scénario, coopération territoriale, pose le cadre d'une société qui se transforme grâce à une gouvernance partagée. Le système économique vers une voie durable, sobre et efficace. Des investissements massifs dans les solutions d'efficacité et d'énergie renouvelable sont effectués, ainsi que dans des politiques de réindustrialisation des secteurs ciblés. La neutralité carbone est atteinte presque uniquement grâce aux puits naturels. Le troisième scénario, technologie verte, mise sur le développement technologique pour répondre aux défis environnementaux. Les manières d'habiter, de se déplacer ou de travailler ressemblent à celles d'aujourd'hui. L'État planifie la mise en place de politiques fortes pour favoriser la décarbonation de l'économie dans un contexte de concurrence internationale et d'échanges mondialisés. La neutralité carbone n'est atteinte que grâce au captage de CO2 à la sortie des cheminées. Enfin, le quatrième scénario, pari réparateur, permet de conserver nos modes de vie actuels en pariant sur des solutions techniques. La société place sa confiance dans sa capacité à gérer, voire à réparer les systèmes sociaux et écologiques, avec plus de ressources matérielles et financières. Un pari basé sur le numérique et des technologies encore peu matures. La neutralité carbone n'est atteinte qu'avec des technologies de captage du CO2 dans l'air, à l'état de pilote à ce jour. Ces différents scénarios soulèvent ainsi 5 grandes problématiques autour desquelles il faudra statuer. La sobriété, jusqu'où? Qu'est-ce qu'un régime alimentaire durable? S'appuie-t-on exclusivement sur des puits naturels de carbone pour atteindre la neutralité? Quelle économie du bâtiment demain? Quel modèle industriel sera mis en place? En bref, cette étude nous prouve que la neutralité carbone est possible, mais repose sur des paris forts, qu'il est impératif d'agir dès maintenant, qu'elle nécessite une planification orchestrée et des transformations entre l'État, les territoires, les acteurs économiques et les citoyens. Que la réduction de la demande en énergie, et donc de biens et de services, est le facteur clé pour l'atteindre. Que l'industrie va devoir se transformer, que le vivant est un des atouts principaux de cette transition, que l'adaptation des forêts et de l'agriculture devient prioritaire pour lutter contre le changement climatique, que la pression sur les ressources naturelles varie d'un scénario à l'autre et devra être statuée, et que les énergies renouvelables sont indispensables. Tout y est détaillé pour que vous, décideurs et citoyens, puissiez faire le bon choix pour les 30 années à venir. Prendre conscience du défi à relever est une chose, agir maintenant est une priorité. Et nous sommes là pour vous accompagner. Voilà, donc une petite vidéo qui fait déjà une très bonne synthèse de l'étendue des futurs possibles qui a été explorée dans ces 4 scénarios. Vous l'avez vu, l'objectif, c'était bien d'explorer des visions socio, politiques, économiques, de choix de société qui sont très contrastés, mais qui atteignent tous la neutralité carbone. Les messages clés du coup qu'on a pu apercevoir dans cette vidéo, c'est que finalement la neutralité carbone c'est possible. Déjà c'est un des premiers travaux de cette ampleur qui montre différentes voies pour atteindre la neutralité carbone en France et dire que c'est possible, mais c'est un objectif difficile.
Vous le voyez sur le petit graphique de droite. Il faut que nous arrivions, quel que soit le scénario, à une chute drastique des émissions de gaz à effet de serre en France et une augmentation importante des puits de carbone pour pouvoir équilibrer les émissions résiduelles et puis le stockage du carbone. Tout ça, ça repose sur ce que ça met en avant aussi, c'est que ça repose sur des incontournables. On ne pourra pas se passer de réduire la demande d'énergie. On ne pourra pas se passer non plus de développer les énergies renouvelables. Donc, deux sujets que je vais détailler dans la suite, puisque voilà, c'était un peu aussi la thématique de ce cycle de conférences organisé par la communauté de communes. Donc, je vais zoomer sur ces deux premières thématiques, mais un incontournable qui est important quand même à garder en tête, ce que ces scénarios montrent aussi, c'est qu'il va falloir beaucoup plus dans les années et 3 décennies à venir, travailler avec le vivant, arriver à stocker davantage de carbone, notamment dans ce vivant. Vous le voyez sur le graphique de droite, cette partie verte, c'est du stockage de carbone dans les puits biologiques, les sols, les forêts, les espaces agricoles. Mais pour ça, faire attention à ce vivant qui est fragile et donc des équilibres des usages de la biomasse qui vont être à être trouvés. Et puis, cette forêt, cette agriculture, elle est aussi aux premières loges du changement climatique. Elle en subit les conséquences. Et donc, si on veut que ce vivant joue son rôle de stockage de carbone, entre autres, ces systèmes devront s'adapter et on devra les aider à s'adapter. Donc des incontournables, mais aussi des grands choix à faire collectivement, le plus rapidement possible. On le voyait dans ces 4 scénarios esquissés dans la vidéo. On voit que ces scénarios, ils font plus ou moins appel à de la sobriété dans la mobilité, dans l'alimentation, dans le bâtiment, j'y reviendrai un petit peu. Ils ont des rapports différents au vivant, de préservation du vivant ou plus d'exploitation du vivant. Ils ont des mix énergétiques qui sont un peu différents et puis ils ont une vision socio-économique et d'aménagement du territoire qui sont aussi différents, entre autres. En tout cas, il y a un certain nombre de grands choix à faire et qui sont pour le coup des choix politiques, des choix sociétaux que l'ADEME ne fait pas. Ces choix, ils restent à la main des décideurs en place, des citoyens. Et nous, notre objectif, c'est d'éclairer ces choix, d'objectiver les avantages et inconvénients de ces différents niveaux de choix. Je vais zoomer du coup sur ces différents incontournables, sur ces différents sujets de l'énergie, des énergies renouvelables et puis du vivant. Et puis, on prendra aussi quelques temps de questions-réponses. Un premier temps après la question de la réduction de la demande d'énergie, un second après la question des énergies renouvelables et puis un troisième à la fin. Donc, enchaînons tout de suite avec donc, ce premier incontournable pour atteindre la neutralité carbone, qui est donc la réduction de la demande d'énergie. Cette réduction de la demande d'énergie repose sur 2 leviers, la sobriété et l'efficacité. Pour rappel, puisque aujourd'hui le terme de sobriété est revenu au premier plan médiatique, mais parfois utilisé à toutes les sauces, à l'ADEME, vraiment, la notion de sobriété renvoie à la notion de mesure dans nos comportements, dans nos usages, au questionnement de nos besoins. Et donc, c'est par exemple individuellement, dans nos choix quotidiens, se demander ai-je vraiment besoin d'acheter ce nouveau smartphone? Ai-je vraiment besoin de passer mes vacances, mes 15 jours de vacances à l'autre bout du monde? Mais c'est aussi des choix collectifs. Tout ne repose pas sur les choix individuels, c'est aussi des choix collectifs de a-t-on vraiment besoin de cette nouvelle infrastructure, de cette nouvelle autoroute? Donc ça, c'est le levier de la sobriété. Tous nos besoins ne sont pas à rejeter. Et donc, même si on questionne ce besoin par la sobriété, on continuera à vivre. Et donc, l'efficacité, c'est pour ces besoins qu'on continuera à satisfaire, essayer de les faire avec le moins d'impact environnemental possible. Et dans le cas de l'énergie, avec le moins
d'énergie consommée possible. Et donc, on peut toujours avoir un besoin très légitime de se déplacer pour aller voir la famille ou pour raison professionnelle à l'autre bout de la France. Mais l'efficacité, ça va être d'utiliser le train plutôt que l'avion, par exemple. Donc, deux leviers qui sont plus ou moins fortement actionnés en fonction des différents scénarios. Vous avez compris qu'il y a des scénarios 1 et 2 qui misent beaucoup sur la sobriété, et puis des scénarios 3 et 4 qui misent davantage sur l'efficacité. Mais donc, comme on le voit sur ce petit graphique, tous les scénarios réduisent finalement la demande d'énergie par ces deux leviers, entre moins 24% et moins 56%. Par rapport à 2015, on a un petit peu diminué déjà la consommation d'énergie, surtout avec la crise énergétique de l'hiver dernier depuis 2015, mais c'est quand même des réductions très importantes, surtout pour les scénarios 1 et 2. Et ce que ce graphique nous montre aussi, c'est que finalement, il faut utiliser ces deux leviers au maximum, sobriété plus efficacité, pour réduire la consommation de moitié dans les scénarios 1 et 2, et des scénarios 3 et 4 qui, le scénario 4 fait très très peu appel à de la sobriété, finalement la capacité de réduction est réduite à seulement moins 24%. Mais tout ça, c'est des choix de société. Donc voilà une demande en énergie qui varie d'un scénario à l'autre. Et je prends un petit exemple, l'exemple de la mobilité, pour rendre ça un peu plus concret sur un territoire, et puis dans votre quotidien, dans notre quotidien à tous. Qu'est-ce que ça veut dire réduire la demande d'énergie dans la mobilité dans ces 4 scénarios? Aujourd'hui, un Français moyen, alors qui n'existe pas forcément, mais un Français moyen, il fait environ 11 000 km en voiture, 110 km en vélo par an, et puis 3 000 km en avion. Demain, dans les scénarios, en 2050, en fonction du scénario choisi, la part des kilomètres parcourus par an et par personne pourrait être réduite par 2 dans le scénario 1, un peu moins de 2 dans le scénario 2, être à peu près maintenue dans le scénario 3, ou continuer dans la tendance d'augmentation des kilomètres parcourus dans le scénario 4. Forcément, une division par 2 des kilomètres parcourus en voiture dans les scénarios 1 et 2 implique un certain nombre de reports modaux vers des modes plus doux, vers le vélo, mais aussi vers le transport en commun que je n'ai pas détaillé ici, le train et les bus ou transport à la demande. Mais donc, on le voit sur le vélo, il y a une explosion de la pratique de vélo dans les scénarios 1 et 2, une multiplication par 10 des kilomètres parcourus par an et par personne en vélo. Alors, vélo, on comprend ici aussi l'usage du vélo électrique qui permet pour tous les trajets de moins de 15 km, on va dire, pouvoir utiliser et privilégier l'usage du vélo. Un usage du vélo un peu moins important dans les scénarios 3 et 4, mais on voit quand même multiplié par 4 et multiplié par 4 dans S3 et par 2 dans S4. Et puis pour l'aviation, une division par 2 du kilomètre parcouru dans S1, une division dans S2, et puis une poursuite de la tendance à l'augmentation du trafic aérien dans S3 et S4. Donc on voit qu'on commence à ressentir là aussi que dans le quotidien, en fait, on peut arriver à la neutralité carbone avec des quotidiens qui sont finalement très différents, puisque derrière ça se posent des questions d'aménagement du territoire, se posent des questions de technologie à développer, d'infrastructures à mettre en place. Et puis, quelques questions qui se posent, puisque finalement, la mobilité n'est qu'une partie dans un tout, comme on essaie de le montrer ici, et que finalement, faire moins d'efforts sur la mobilité, c'est plus d'émissions de gaz à effet de serre à compenser. Et donc, quand on a des scénarios qui, même si on développe beaucoup d'usage de biocarburants, par exemple dans l'aviation, dans des scénarios 3 et 4, pour décarboner un maximum, on a quand même des émissions de gaz à effet de serre qui sont plus importantes dans des scénarios 3 et 4, et donc des émissions à compenser.
plus importante. Se pose aussi des questions d'usage de matières premières. Je pourrais y revenir dans des prochains slides, mais forcément plus d'infrastructures, plus de voitures électriques. Typiquement dans les scénarios 3 et 4, c'est aussi plus de besoins en matière dans les batteries. C'est des questions d'artificialisation des sols. Et puis, c'est des questions d'évolution économique, d'évolution du tissu industriel très fort en France, automobile et aéronautique. Et donc, c'est quelques notions pour vous faire sentir l'aspect vraiment très complexe et très systémique des choix. Et se poser le simple choix de quelle mobilité demain, c'est en fait, on ne peut pas y répondre sans avoir une approche très globale d'usage des sols, d'aménagement du territoire, d'emploi, de formation et de transition des modèles industriels. C'était un petit exemple sur la réduction de la demande d'énergie. Et peut-être avant de passer sur la partie de comment est-ce qu'on répond à cette demande d'énergie en développant les énergies renouvelables, je ne sais pas si Pierre et Quentin, il y a des premières questions dans le chat. Oui, il y a une question assez ciblée de Claude par rapport aux chiffres là, que tu annonces dans le scénario S4 pour le déplacement par avion là, de 5512 km. Sur quoi c'est basé ce chiffre-là? Alors, c'est derrière tous ces chiffres, toutes ces projections, il y a le travail d'un certain nombre d'experts pendant plus d'1 an, près de 2 ans. Et donc, en fait, c'est pas moi directement qui ai conduit toutes ces études, mais on a des simulations fines, on travaille avec des partenaires et des statistiques pour avoir l'historique et puis projeter ça dans les projections de trafic de l'INSEE, des différents acteurs, par exemple de l'aviation. Donc, je ne pourrais pas détailler la méthode qui a permis de projeter et d'arriver spécifiquement à ce chiffre-là, mais je donnerai les références en fin de présentation. Et ces méthodes, elles sont disponibles, elles sont publiées dans les rapports. Et donc, on a une centaine de pages de rapports qui traitent de la mobilité. On a sorti aussi des expertises très spécifiques sur la question de l'aviation et différents modèles. Donc, je pourrais donner les références pour retrouver la méthode qu'il y a derrière ces calculs. D'accord. Donc, il y a une question là. Donc, vous prenez en compte quand même les évolutions technologiques, même pour l'aviation, on est sur des techniques peu consommatrices avec des biocarburants. Je crois que tu as parlé de ça. Oui, bien sûr, parce que je le rappelle encore ici, même avec 5000 km parcourus par an et par personne en avion dans le scénario 4, le scénario 4 atteint la neutralité carbone. Et donc, il atteint la neutralité carbone en développant, oui, des technologies. Alors, pour l'aviation, c'est surtout développement des biofuels, des biocarburants, un petit peu d'hydrogène et puis un petit peu d'avions électriques, mais encore une place significative du kérosène qui n'arrive pas à complètement disparaître dans ce scénario 4. Mais on compte sur le stockage artificiel du carbone pour compenser ces émissions. On n'arrive pas à 0 émission dans l'aviation, ce n'est pas l'objectif, mais on va compenser ces émissions, notamment, puis j'en dis quelques mots maintenant puisque je n'ai pas prévu d'en parler ailleurs. Le scénario 4, quelques mots étaient dits dans la vidéo. Le scénario 4 fait le pari que des technologies de stockage massif du CO2 qui serait capté dans l'air puisse être fait, donc capter du CO2 dans l'air par ce qui pourra ressembler à des grands ventilateurs. C'est des technologies qui sont en phase de test et qui peuvent exister déjà. Il y a des tests en Islande notamment, donc des grands ventilateurs qui vont capter du CO2 et l'injecter dans des couches géologiques en mer du Nord ou dans des anciens bassins miniers, notamment à Lac, dans le bassin de Lac en Nouvelle-Aquitaine. Mais des technologies qui sont peu matures aujourd'hui. Et c'est pour ça que le scénario 4 s'appelle pari technologique. D'accord. Et moi, j'avais une question, parce que là, tu parles de sobriété, d'efficacité. Oui.
Scénario S1, S2 ont l'air assez drastiques sur ces deux thématiques. En termes de croissance, parce qu'on parle beaucoup de croissance économique versus décroissance, qu'est-ce qu'il en est pour ces 4 scénarios? Vous restez dans une dynamique de croissance ou il y en a certains qui supposent une société décroissante? C'est ça. Alors, c'était pas un prérequis, ça n'a pas été une donnée d'entrée. Vraiment, notre objectif d'entrée, c'était que les 4 scénarios atteignent la neutralité carbone. Donc, en fait, on a calculé après coup, une fois que toutes ces hypothèses techniques avaient été faites, toutes ces simulations, on a calculé quel impact sur le PIB. Et on a montré, alors je peux même vous montrer un petit graphique, hop, celui-ci. On a nos experts et les experts économistes ont calculé les impacts de ces 4 scénarios sur le PIB et on se rend compte qu'aucun de ces scénarios n'arrive à une décroissance du PIB en 2050. On est en 2050 à une évolution du PIB qui est à la hausse, qui est à peu près autour du tendanciel entre plus 1,1 et plus 1,3 ou 4% par an. La seule différence, c'est un scénario 1, on le voit quand même sur la courbe en bas à gauche, qui, entre 2021 et 2030, passe par une phase de diminution du PIB. Donc, on a quand même un arrêt assez drastique d'un certain nombre d'activités économiques et les investissements massifs ne suffisent pas à compenser ces grands bouleversements, mais après coup, ça repart à la hausse. Donc, ce qu'on note, c'est que finalement, peu d'impact sur le PIB, sur l'emploi, sur le niveau de vie dans ces 4 scénarios. Voilà, je ne détaillerai pas, mais voilà, on a ce type, on est allé vraiment voir la constitution du PIB dans ces 4 scénarios, comment est-ce qu'ils étaient tirés, et puis on est allé voir, puisqu'on parle d'impact socio-économique, quels impacts sur l'emploi, et puis voilà, par exemple, un scénario 1 et 2 où on a forcément une diminution de l'emploi dans des secteurs ciblés comme l'automobile, l'industrie, le nucléaire, l'aérien, mais une augmentation des emplois dans le commerce de proximité, les transports doux, les énergies renouvelables, alors que dans S4, on a une augmentation des emplois dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire, l'aérien, etc. Mais bon, je ne détaille pas trop, ce n'était pas l'objectif, et comme l'heure passe vite, je vais revenir sur là où j'en étais, sauf s'il y a d'autres questions à ce On peut stade. continuer. C'était très clair, merci. Continue. On a parlé du coup de consommation d'énergie. On est parti de là, de la consommation d'énergie, et après la question c'était d'où va venir cette énergie. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a seulement environ 13% de l'énergie consommée totale qui est couverte par des énergies renouvelables, 24-25% de l'électricité. Mais là, on raisonne bien au-delà de l'électricité. Aujourd'hui, on le voit en 2015 sur le graphique à gauche, la première source d'énergie en France, c'est les combustibles liquides, c'est le pétrole, en violet sur le graphique. Et l'objectif, c'est bien de sortir, on le voit dans les différents scénarios, de moins en moins de violet. On ne s'en passe pas complètement, mais on sort du pétrole pour arriver à un taux d'énergie renouvelable de 88% pour le scénario 1, 86, 84 et puis 70% pour le scénario 4. Donc tout ça, ça passe par un développement très massif des énergies renouvelables. On peut noter sur ce graphique, en l'analysant un petit peu, une part croissante de l'électricité dans ce mix. On voit l'électricité en jaune. Elle jouera une place prépondérante dans le mix énergétique, quel que soit le scénario. Une électricité qui sera de plus en plus décarbonée, puis je zoomerai sur la composition de ce mix électrique. Mais donc, c'est intéressant de noter ça. Intéressant de noter aussi que si la part relative de l'électricité est croissante, la valeur absolue
la consommation d'électricité peut quand même diminuer dans le scénario 1, rester à peu près équivalente à celle d'aujourd'hui dans le scénario 2, et puis augmenter dans le scénario 3 et dans le scénario 4. Je zoomerai sur l'électricité dans le slide suivant. Mais il n'y a pas que l'électricité, donc un recours aussi multiplié par 2 à la biomasse, au bois énergie, dans ces 4 scénarios. Là, de manière un peu transversale, quel que soit le scénario, on a une multiplication par 2 du bois énergie, mais aussi d'autres sources d'énergie thermique, comme la géothermie et le solaire thermique. C'est les parties roses sur le graphique, avec l'usage et le développement des réseaux de chaleur pour faciliter l'usage de cette énergie thermique. Un vecteur gaz qui reste important. Alors, cette étude a été faite avant le déclenchement de la guerre en Ukraine et tous les impacts géopolitiques et énergétiques que ça a pu engager. Mais on était quand même par une division par 3 à moins 15% de l'utilisation du gaz dans ces scénarios, mais qui reste présent, mais qui arrive à se décarboner à plus de 80% dans les 3 premiers scénarios, par la production par la méthanisation. C'est vraiment la méthanisation qui va venir permettre de produire 80% du gaz consommé dans les 3 premiers scénarios en 2050. Dans le scénario 4, on est encore à 50% de gaz fossile. Et puis un vecteur hydrogène, alors qui n'est pas une source primaire, mais un vecteur hydrogène décarboné qui représente entre 3 et 11% de la consommation finale d'énergie. C'est les petites barres bleues sur le graphique. Voilà pour donc le mix total. Si on zoome sur l'électricité, la demande d'électricité, donc on le voit, elle est assez contrastée sur le graphique de droite. On zoome sur l'électricité. Et puis, ce graphique il nous montre à quel usage est destinée cette électricité. Ce qu'on voit, c'est qu'en jaune, une réduction de l'électricité dans le résidentiel, dans le tertiaire pour le chauffage, sauf dans les scénarios 3 et 4, une augmentation de l'électricité dans les scénarios 3 et 4 dans l'industrie, mais surtout à noter en bleu une explosion de la demande d'électricité pour la mobilité. Et ça, quel que soit le scénario, on aura beaucoup plus de demandes et de besoins d'électricité pour répondre aux besoins de mobilité pour les voitures électriques. Intéressant à noter aussi sur ces graphiques, en hachure horizontale bleue, les besoins d'électricité pour produire de l'hydrogène. Et on voit que ça représente des parts très significatives de l'usage de l'électricité dans les 4 scénarios, mais surtout dans le scénario 2. L'électricité est la base pour passer dans les électrolyseurs et faire fonctionner les électrolyseurs et produire de l'hydrogène. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas beaucoup finalement d'hydrogène dans ces 4 scénarios en énergie finale? C'est parce qu'en fait, souvent, il est plus facile d'utiliser l'électricité en direct et les rendements sont meilleurs d'utiliser, par exemple, pour une voiture individuelle, l'optimum énergétique, c'est la voiture électrique et les batteries. L'hydrogène, pour un usage particulier de voitures particulières, ne se développera pas parce que les rendements sont moins bons. Par contre, pour des usages de poids lourds ou de train ou d'avion, là, l'hydrogène peut être intéressant et c'est pour ça qu'on l'utilise et qu'on en crée de plus en plus dans les 4 scénarios. Intéressant à noter aussi en hachure orange verticale, alors dans le scénario 3 et puis surtout dans le scénario 4, un besoin d'électricité pour les puits technologiques de captage et de carbone dans l'air. Ces grands ventilateurs que je citais tout à l'heure, ils ont besoin d'électricité pour consommer, pour fonctionner.
Donc voilà où va l'électricité et les différents niveaux de consommation. Je crois savoir qu'on vous a parlé aussi des autres exercices prospectifs qui ont été réalisés notamment sur le vecteur électrique. RTE a produit à peu près dans le même timing un très gros et très fouillé aussi rapport prospectif qui se consacré, qui était sur un champ un peu plus circonscrit sur le mix électrique. Et donc, on voit les 4 premiers scénarios ADEME en bleu, les 3 scénarios RTE en rouge, et on voit que voilà, on est dans les mêmes ordres de grandeur, que le scénario RTE de référence, c'est environ le scénario 3 de l'ADEME, scénario sobre équivalent au scénario 2, et puis un scénario fort entre le 3 et 4. Mais il y a aussi eu des travaux du Shift Project en vert et puis de Negawatt en violet. Et on voit que voilà, on a des travaux qui sont cohérents, qui voilà, orientent vers des tendances, ou en tout cas une moyenne, si on regarde que la moyenne, entre un scénario 2 et 3. Des moyennes partagées. Maintenant, on a vu les usages de cette électricité. Comment est produite cette électricité en France en 2050? 4 graphes pour vous montrer cette énergie et d'où vient cette énergie. Ce qui saute aux yeux dans notre mix énergétique français, c'est la place prépondérante du nucléaire en jaune, qui aujourd'hui représente 70% de notre production d'électricité quand tout fonctionne, et qui continuera à jouer une place très importante dans les années à venir, mais qui est dans voilà, un état de fait de vieillissement des installations et qui donc est sur une pente descendante. Viennent se rajouter alors non, je finis sur le nucléaire, une pente descendante, un choix qui est fait dans les scénarios 1 et 2 de ne pas relancer de nouveaux réacteurs nucléaires. Et l'idée, c'est aussi, on a suffisamment réduit la demande d'énergie pour pouvoir la produire assez facilement avec des énergies renouvelables. Donc, dans les choix un peu sociaux de ces scénarios sociétaux, le choix de ne pas sortir trop rapidement, mais de ne pas relancer de nouvelles filières nucléaires. Alors que le scénario 3 relance la construction de 6 nouveaux EPR en service en 2050 de seconde génération, et puis on a 10 nouveaux EPR de seconde génération dans le scénario 4. Mais donc on voit que le scénario 4, même malgré 10 nouveaux réacteurs, ça ne suffit pas à répondre à la demande d'électricité. Et donc ça, quels que soient les scénarios, les énergies renouvelables, photovoltaïques, éoliens, en priorité, occupent une place prépondérante. On voit un développement soutenu du photovoltaïque en orange, de l'éolien terrestre en vert, de l'éolien en mer en turquoise. Et puis, donc, je vais détailler et donner quelques chiffres sur ces grandes filières. Sur l'éolien d'abord, qui joue une place très importante. On se rend compte que dans tous les scénarios, dans nos projections, on a un doublement du nombre de mâts éoliennes terrestres en France. On ne peut pas arriver à répondre aux besoins d'électricité sans doubler le nombre de mâts éoliennes en France d'ici 2050. Alors voilà, avec des petites variations entre 16 000 et 18 000 mâts d'éoliennes. Terrestres. Quand on regarde les éoliennes offshore, alors aujourd'hui, on en a très peu en France d'installés, on n'a qu'un seul parc en service. On est dans un scénario 1 avec voilà, 900 mâts, donc une multiplication par 10, 1500 dans le scénario 2. Pour le scénario 3, alors en fait, on a fait 2 variantes. Le niveau de consommation du scénario 3
permettre de choisir de soit miser sur la technologie éolienne offshore, et du coup, il en faudrait 3000, soit compter sur le nucléaire. En fait, c'est soit 3000 éoliennes offshore et pas de nouveau nucléaire, soit 1500 éoliennes offshore et 6 réacteurs EPR de seconde génération. Et puis le scénario 4, lui, il consomme tellement d'électricité qu'il faut activer tous les leviers. Et donc, il faut ces 10 réacteurs, je l'ai dit, et également 3000 éoliennes offshore. Et du photovoltaïque, là aussi, une massification très, très importante de la technologie et de l'usage du photovoltaïque. Et bon, moi, je ne recite pas tous les chiffres, mais on voit voilà, que plus globalement, en synthèse de cette slide, plus on est sobre, moins on a besoin d'installation de nouvelles technologies de production d'électricité. Mais comme pour la mobilité, on ne peut pas faire ses choix sans inscrire ça dans des réflexions plus complexes, plus générales, sans se poser la question du coût de tout ça. Là, forcément, plus on crée de nouvelles installations, plus ça coûte cher, même si, là aussi, on a bien calculé tout ça, le coût au mégawattheure est assez stable, en fait, finalement, entre tous ces scénarios. Et puis assez stable par rapport à aujourd'hui. On n'a pas une explosion du coût de l'électricité, mais c'est ce que dit RTE aussi, on n'a pas une explosion du coût de l'électricité dans ces quatre scénarios. Des besoins de flexibilité thermique qui sont plus ou moins importantes. Voilà, forcément, dans ces quatre scénarios, on aura besoin de plus de stockage, de plus de batteries, plus d'interconnexion avec les autres pays européens pour pouvoir répondre tout le temps au pas horaire, minute après minute, à la consommation d'électricité. Se posera la question de la dépendance en matières premières. J'ai un slide là-dessus pour détailler. La question de l'artificialisation des sols. Bon, ce qu'on montre aussi quand même, c'est que les énergies renouvelables, c'est quelques pourcents d'artificialisation en plus, mais c'est rien comparé à l'artificialisation des sols due à l'urbanisation pour construire des nouveaux bâtiments ou pour les nouvelles infrastructures routières. Quelle acceptabilité sociale. Voilà, vous êtes bien placé sur l'île d'Oléron pour savoir que ces installations ENR, c'est pas des questions faciles. Il faut, ça demande beaucoup d'appropriation, de discussion. Et donc, nous, notre objectif, c'est aussi de poser ces chiffres sur la table sans dire quelle est la bonne réponse, mais essayer d'objectiver ça. Mais ce ne sont pas que des choix techniques, et donc il faudra aussi mettre en place des accompagnements sociaux, économiques, etc., paysagers, inscrire ça dans les paysages. Voilà, donc des choix et des questions très complexes. Un petit zoom sur les matériaux, les métaux. On a fait la simulation et étudié les besoins en métaux qu'impliquait cette transition. Alors, pour la transition du parc de véhicules particuliers, pour le déploiement de toutes ces éoliennes terrestres en mer, pour le déploiement de ce photovoltaïque et du nucléaire. Et ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, béton, acier, verre, il n'y a pas tellement de sujets. C'est assez négligeable les consommations additionnelles pour la transition énergétique. Par contre, vigilance sur l'aluminium et le cuivre. Dans le scénario 4, on a presque un doublement de la consommation d'aluminium par rapport à aujourd'hui. Et donc, voilà, des tensions potentielles à l'échelle internationale si tout le monde suit cette voie-là sur l'aluminium et le cuivre. Et puis sur ce qu'on appelait des petits métaux, les terres rares, là aussi vigilance sur les terres rares quand on est sur 3000 éoliennes en mer dans les scénarios 3 ou 4. Attention à certains composants des génératrices et des éoliennes en mer. Je rappelle quand même qu'il n'y a pas de terres rares dans les éoliennes terrestres. Et puis attention au lithium, cobalt, nickel, tous ces
métaux stratégiques qui sont utilisés dans les batteries des véhicules électriques. Et donc, si on peut réussir à mener, à rester dans des limites raisonnables de consommation sur des scénarios 1 et 2, les scénarios 3 et 4, et surtout le 4, qui transitionne presque toute la flotte existante vers de l'électrique, des vraies tensions à anticiper à l'échelle internationale sur le lithium notamment. Voilà sur donc un petit panorama de la production d'énergie. Peut-être quelques petites questions et puis je surveille l'heure. On est déjà presque à 1 heure. Ouais, on retourne, mais je voulais savoir pourquoi, est-ce que le scénario 100% nucléaire a été envisagé et enfin, qu'est-ce qui fait qu'il est pas présenté, quoi? C'est pas possible ou c'était un parti pris d'inclure des ENR? Alors, il y avait pas de parti pris, mais en fait, ça a été fait en très forte concertation avec les acteurs du nucléaire, avec RTE. Et en fait, on rejoint là les conclusions de RTE, hein. Répondre à 100% par le nucléaire au mix et à la demande d'électricité, c'est pas possible. Aujourd'hui, la filière n'est pas capable de répondre, de construire 50 réacteurs nucléaires d'ici 2050. Voilà, les projections des acteurs de cette filière, et même les plus optimistes, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà, sont entre 10 et peut-être maximum une quinzaine de nouveaux réacteurs d'ici 2050. Donc on voit que ça répondra pas à la demande. Et donc les scénarios de RTE et les scénarios des acteurs du nucléaire comptent aussi sur le développement des énergies renouvelables photovoltaïques et éoliennes. D'accord. Bah, écoute, tu peux continuer, Quentin, parce que c'est vrai que l'heure tourne. Comme ça. On prendra des questions à la fin. Alors, j'en ai fini avec la question de l'énergie, mais je voulais quand même dire quelques mots sur ce troisième incontournable qui est de travailler avec le vivant. Le vivant, donc composé aujourd'hui de toutes nos forêts, nos sols agricoles, qui produisent de la biomasse qui servent aujourd'hui à notre alimentation, mais aussi à des usages non alimentaires, d'énergie déjà. Déjà aujourd'hui, le bois énergie, c'est souvent la première source d'énergie renouvelable sur les territoires. Et donc, ce vivant, c'est un sacré atout pour mener la lutte contre le changement climatique. Pourquoi? Parce que déjà, il a un très fort potentiel de réduction des gaz à effet de serre, notamment via le vecteur de l'alimentation et de l'agriculture. Je zoomerai là-dessus. Deuxièmement, la biomasse, c'est un super moyen de se substituer aux énergies fossiles, mais aussi à la matière fossile. Faut pas oublier que toute cette consommation de pétrole qu'on a aujourd'hui, c'est aussi beaucoup pour produire du plastique. Et donc, cette biomasse, ce bois, mais aussi ces végétaux dont on appréhende de plus en plus toutes ces capacités, demain servira à faire des emballages d'origine biosourcée, à utiliser le bois ou la paille dans beaucoup plus de construction d'habitats notamment. Et puis, troisième levier, le stockage naturel du carbone. Bien sûr, qu'il faudra développer. Mais donc, le schéma se complexifie de plus en plus. Et donc, c'est vrai que là, il faut vraiment avoir en tête que ce vivant, c'est un système qui est aussi très complexe, qu'on ne maîtrise pas encore complètement, qui a beaucoup d'interactions. Et quand on tire sur une ficelle, si par exemple, on essaye de développer les biocarburants de manière très poussée, c'est forcément un type d'agriculture et des surfaces dédiées qui diminueront la capacité de stockage de carbone et qui potentiellement impacteront aussi la capacité de production alimentaire, qui potentiellement iront grignoter sur la forêt. Donc, on voit qu'il y a des équilibres qui ne sont pas faciles à trouver. Les 4 scénarios, du coup, proposent 4 équilibres, mais du coup, qui sont assez distincts.
Voilà. Et, à avoir en tête aussi que ce vivant, il subit de plus en plus de stress en termes d'artificialisation et de réduction de la qualité des sols, en termes d'effondrement et de chute de la biodiversité, et puis de changement climatique, de raréfaction de la ressource en eau. Et donc que ce vivant, c'est un super levier pour atteindre la neutralité carbone, mais attention à le garder en bonne santé, des écosystèmes en mauvaise santé qui perdent leur résilience par une perte de biodiversité ou des stress hydriques, des sécheresses à répétition, c'est aussi le risque qui ne nous aide pas dans cette lutte contre le changement climatique. Un petit zoom sur l'alimentation, puisque c'est un levier que tout à chacun peut actionner et puis qui est assez structurant sur ce levier. Aujourd'hui, l'empreinte gaz à effet de serre d'un Français moyen, c'est environ 1,5 tonnes émises chaque année. Sachant que l'objectif pour atteindre la neutralité carbone à l'échelle internationale, c'est qu'un humain moyen émette seulement 2 tonnes par an. Et donc là, on voit qu'en France, on émet déjà 1,5 tonnes pour notre alimentation. Ce qu'on voit sur ces schémas, c'est que la principale source de ces émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation, c'est son volet carné. C'est les protéines d'origine animale, et que voilà, un régime végétarien ou flexitarien émet 3 fois ou 2 fois moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi a une empreinte au sol beaucoup moins importante. Et donc, dans les scénarios, on a fait aussi ce travail de projeter l'assiette d'un Français moyen. Et donc, on voit qu'on arrive dans les scénarios 1 et 2 à réduire presque par 2 l'empreinte, sans pour autant que tout le monde passe végétarien. Voilà, il y a une trentaine de pourcents de végétariens dans le scénario 1, mais encore voilà, une trentaine de pourcents d'omnivores et une trentaine de pourcents de flexitariens donc, dans ces scénarios-là. Mais ça permet d'avoir un impact significatif en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis les scénarios 3 et 4, un peu plus tempérés dans ces évolutions. Donc voilà, un levier important et qui est lié aussi au mode de production agricole et voilà, aux enjeux aussi de consommation d'eau, sujet très, très actuel. Et donc, on a projeté aussi ces besoins de consommation d'eau pour l'irrigation des surfaces cultivées. Et on voit que on aura toujours besoin d'irriguer en 2050, même dans les scénarios 1 et 2, on est à peu près avec autant de consommation d'eau qu'aujourd'hui pour l'irrigation, mais que des choix faits dans des scénarios 3 ou 4 d'agriculture et de régime alimentaire font qu'on a un doublement du besoin d'eau pour irriguer. Et donc, ça pose des questions de soutenabilité de ces modèles dans un contexte de changement climatique. Je passe très vite, mais juste pour dire que on a aussi, on a vu les évolutions sur le PIB, mais on a travaillé avec des partenaires, avec I4CE, un institut d'économie qui a chiffré le coût de cette transition. Voilà, et puis qui permet de voir que on a quelques différences. En gros, on est entre 80 et 130 milliards d'euros par an qu'il faudra consacrer d'ici 2030 pour s'inscrire dans la bonne trajectoire, avec quelques différences en fonction des scénarios, et puis quelques différences sur où va cet argent en fonction des scénarios. On note par exemple sur le deuxième bâton de la rénovation énergétique, si aujourd'hui on consacre 20 milliards d'euros en 2021 pour la rénovation énergétique, il faudrait y consacrer près de 45 milliards par an dans un scénario 1, alors que le scénario 4 finalement fait moins d'efforts sur la rénovation énergétique. Par contre, le scénario 4 va demander beaucoup plus d'investissement, par exemple, voilà, pour investir dans
et transitionner le parc de véhicules vers un parc de véhicules bas carbone. Voilà, quelques chiffres, je ne détaille pas, mais pour montrer qu'on a fait le travail. Donc, pour conclure, un message quand même positif, la neutralité carbone, c'est possible. On a même encore tout un panel de choix de société devant nous pour y arriver. La question, enfin, l'aspect positif aussi, qu'on connaît les solutions, et les solutions, elles sont déjà matures pour la plupart. On peut y arriver, on sait quoi faire. Mais ce que ça montre quand même, c'est que les efforts, ils sont importants, que c'est des efforts qui peuvent potentiellement radicalement changer nos quotidiens, nos façons de faire société et de vivre dans nos sociétés. Et donc que c'est des grands choix qui doivent se décider dans les toutes prochaines années. Le GIEC, alors pas dans son tout récent rapport, mais le dernier, rappelait que l'humanité à l'échelle de la planète avait 2 à 3 ans pour planifier cette transition, pour faire ces grands choix de société, puisqu'à un moment, il faut choisir, il faut mettre toute cette énergie dans l'un ou l'autre de ces scénarios, mais essayer de s'y tenir pour y arriver. Et donc, on arrive finalement à essayer de, pour répondre à ma question initiale de à quoi ça ressemble de vivre dans ce donut en 2050, et on peut commencer, et puis de plus en plus d'artistes ou d'acteurs associatifs ou autres s'emparent de notre travail pour imaginer et rendre visible à quoi pourrait ressembler la France en 2050. Voilà, je peux prendre quelques questions. Le diaporama sera disponible. Vous aurez toutes les références sur notre site internet. Vous pourrez aller voir d'autres webinaires qui ont été créés et qui sont accessibles aussi sur YouTube et Dailymotion. Mais je peux prendre quelques questions. Du coup, là, Quentin, tu disais le délai de mise en œuvre le délai pour le choix vers tel ou tel scénario, c'est 2 ou 3 ans. Il faut qu'on se décide dans les 2 à 3 ans. À l'échelle mondiale, Ouais. c'est ce que le GIEC propose. À l'échelle nationale, les choix, ils sont un petit peu en train d'être faits. Pour rappel, pour ceux qui le savent pas encore, il y a une loi de programmation énergie-climat qui est en cours de discussion, et normalement, à l'été, le gouvernement français et son Parlement est censé établir une nouvelle stratégie française pour la décarbonation du pays, une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, en fait, l'objectif, c'est bien pour l'État français de, entre guillemets, choisir l'un de ces scénarios. Alors, ça ne sera pas exactement un de ces 4 scénarios, mais ces 4 scénarios servent, et on discute beaucoup avec le ministère et l'État, pour que tout ce qu'on a fait en amont, tout ce travail qu'on a fait, puisse servir à aider les choix qui seront faits, au moins à l'échelle française. Après, à l'échelle internationale, c'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, nous, ADEME, de faire le même travail à l'échelle internationale. Et puis, c'est des questions qui sont beaucoup plus complexes. Mais déjà, faisons le travail chez nous, et après, espérons et agissons pour que toute la communauté internationale se mette en branle sur ce sujet. Et là, justement, tu nous as montré là, des images. C'est dans des petites pièces. T'as pas il y a pas des images un peu plus globales, des paysages pour qu'on se rende compte, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'histogrammes. Ouais, c'est ça. Alors, c'est de se rendre compte de ce que ça représente comme monde, les différents scénarios. C'est ça. Donc, là, c'est par exemple l'école du paysage de Versailles qui a, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait le travail de projeter ces 4 scénarios, de l'analyser et de le projeter dans un territoire un peu fictif. Alors, je vais
oublié de remettre la légende, mais ça c'est le scénario 1, donc une place du végétal beaucoup plus forte, réduction du trafic maritime, réduction du trafic automobile. On voit des panneaux photovoltaïques sur presque toutes les toitures, on voit de l'éolien, on voit voilà, des modes doux du train. Le scénario 2, on voit que bon, il y a beaucoup de similitudes. On voit une agriculture qui est peut-être un peu différente. On voit qu'il y a un peu plus que dans le scénario 1 de transport de marchandises, etc. Scénario 3, on voit ici en haut à gauche des nouvelles centrales nucléaires. On voit un peu plus d'éolien, un peu plus de trafic, un peu plus d'aviation encore, un peu plus d'urbanisation aussi. Les scénarios 3 et 4 n'atteignent pas l'objectif de zéro artificialisation nette. Ils continuent à grignoter sur les terres agricoles. Et puis, on voit de plus en plus d'éoliennes et de photovoltaïques. Et puis, le scénario 4, voilà, on pousse encore un petit peu. Alors, je ne vais pas dire que c'est exactement à ça que ça ressemble, c'est une interprétation, mais pour dire que voilà, il y a des gens qui essayent de réfléchir là-dessus. Il y a d'autres fresques qui ont été faites. Il y a des podcasts qui ont été créés pour mettre en récit, théâtraliser un petit peu ces scénarios. Et c'est vrai que c'est une question importante, cette mise en récit, à quoi ça ressemble, parce que pour s'y projeter et pour se mettre en ordre de bataille, il faut savoir où on va. Et pour se mobiliser, pour mobiliser tous les acteurs, c'est vrai que le récit, c'est un levier très important. Et donc, c'est quelque chose qu'on explore aussi de plus en plus. Et tu as tout à fait raison, Pierre. Les graphiques, c'est du domaine de l'expertise, des techniciens. Et c'est pas ça qui va permettre de garantir la transition pour tous. Et là, ce qui ressort là, des images que tu as montrées, donc pour le scénario 4, on reste quand même dans quelque chose qui est pas forcément très attrayant et pas facile au quotidien. Enfin, on se retrouve sur la technologie. C'est un peu la poursuite du tendanciel. Le scénario 4, c'est on fait le choix collectivement, on fait le choix de société de ne pas remettre en cause nos modes de vie, de ne pas s'astreindre à la sobriété. On veut continuer à se déplacer plus, on veut continuer à poursuivre la mondialisation, poursuivre l'achat de biens de consommation, de grande consommation qui viennent de l'autre bout de la planète. On veut continuer à développer les usages intensifs du numérique. On veut continuer à métropoliser nos territoires et donc à faire des LGV, des lignes grande vitesse entre Paris et Bordeaux et entre Bordeaux-Toulouse, etc., au détriment des territoires peut-être plus ruraux, mais c'est le tendanciel et toute une partie de la population adhère et pousse vers plutôt ce scénario-là. Donc, je ne dirais pas que c'est moins désirable pour une partie de la population. D'accord. Ok. Bon, si on a une question sur comment faire pour que les lois votées puissent être rapidement mises en œuvre, entre autres, par les citoyens. C'est une question peut-être pas évidente pour toi. Non, c'est vrai que nous, on conseille, on apporte cette expertise. Après, c'est vraiment du ressort de l'État, de l'action publique, du pouvoir législatif, du pouvoir alors aussi bien incitatif que coercitif de l'État pour mettre en œuvre ces transitions. C'est sûr qu'il ne suffit pas de déclarer un bel objectif en 2050 pour que ça se mette en œuvre. Et donc, il faudra une certaine dose d'accompagnement de tous les publics, des particuliers, des entreprises. Peu importe le scénario choisi, il faudra du soutien public, il faudra des lois, il faudra une certaine dose de contraintes, d'obligations, il faudra une certaine dose voilà, d'action plus ou moins forte de l'État, forcément.
Il y a beaucoup de sociologie à prendre en compte, à étudier dans ces thématiques-là. Mais du coup, merci beaucoup Quentin, tu as tenu à peu près le temps. On a encore une question, allez, puisque c'est le dernier épisode. C'est une question qui est dans la salle, donc si tu l'entends, tant mieux, sinon je vais la retranscrire. Et non, du coup, c'était plus pour les scénarios 3 et 4. Est-ce que vous avez évalué aussi l'impact de la perte de la biodiversité que ça peut avoir? Évaluer l'impact de la perte de biodiversité dans les scénarios 3 et 4. Alors, on ne l'a pas évalué directement, on s'est beaucoup posé la question, mais en fait, c'est très, très complexe aujourd'hui. En fait, les scientifiques vers qui on s'est tourné de la biodiversité nous ont dit qu'en fait, c'était très difficile de faire ces estimations. Et donc, on n'a pas de chiffres à l'appui, mais on a des tendances. Forcément, on sait que, alors d'un point de vue de modèle agricole ou d'un point de vue d'exploitation de la forêt, on va réduire les habitats de la biodiversité, on va potentiellement continuer à utiliser des substances qui ont des impacts sur la biodiversité. Dans les scénarios 3 et 4. Les scénarios 3 et 4 ont pour logique de plutôt compenser les impacts environnementaux plutôt que de les éviter. Dans le triptyque éviter, réduire, compenser, ça marche aussi pour la biodiversité. Les scénarios 1 et 2, c'est vraiment éviter les impacts sur la biodiversité par la sobriété. Les scénarios 3 et 4, ça va être compenser, essayer de compenser en France, potentiellement compenser à l'international. Mais on voit par exemple là sur cette slide, alors je ne vais pas commenter, mais si on zoome vraiment sur le graphique en bas à gauche, on voit qu'il y a que le scénario 1 qui augmente la surface de forêt sur le territoire français. Le scénario 2, on maintient la surface de forêt en France. Et les scénarios 3 et 4, on a une diminution de la surface de forêt en France. Alors, je ne dis pas que c'est directement lié, mais on peut s'imaginer les impacts sur tout un tas de systèmes, d'écosystèmes et de leur biodiversité. Bon, merci pour cette réponse complète. Donc, c'était la dernière question. Merci pour ce petit voyage dans le futur, à nous de choisir maintenant. On va essayer de réfléchir peut-être sur Oléron à comment on peut imaginer les choses. Du coup, c'est la fin de la première saison des Jeudis de l'énergie. On verra s'il y aura d'autres saisons. Donc, merci Quentin d'avoir réalisé la conclusion de toute cette série de webinaires qu'on a donné depuis octobre. Et puis, merci à tous les participants pour leur présence. Je vous laisse. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci de votre présence et votre intérêt pour le sujet. Et puis, n'hésitez pas à aller consulter toutes les ressources. À bientôt, Quentin. Merci pour tout. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.